Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, les origines du rapport Spitzer. Vous savez que le juge Sauvé, qui était sous-ministre et qui est passé président de la Commission des accidents du travail en 1977, a été le grand instigateur de la nouvelle loi de santé et sécurité du travail qui nous faisait passer d'un paradigme de réparation des lésions professionnelles à un paradigme de prévention. C'est lui qui a dirigé cette réforme-là qui est toujours là aujourd'hui. Et le juge Sauvé, dans son premier rapport annuel de la CSST, qualifiait cette réforme-là comme étant comparable aux autres grandes réformes en éducation et en santé des années 60 et 70. Un autre grand visionnaire, Yves Martin, et sans ces deux partenaires-là ensemble, la réforme d'aujourd'hui ne serait pas tout à fait celle qu'on connaît. Donc, cette réforme met l'accent sur la prévention, l'élimination à la source, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et l'IRSST, qui était dans les premiers papiers qu'on retrouve pour la mise en place de cette réforme-là, on soulignait le rôle indispensable, très important, de la recherche dans ce processus-là. Alors, les origines du rapport Spitzer lui-même, Walter Spitzer, c'était mon directeur de département d'épidémiologie. Walter est arrivé, était dans le décor montréalais depuis un peu plus d'années, mais en 1983, il devenait le directeur du département d'épidémiologie de l'Université McGill. Et on l'a approché suite à une demande de la vice-présidence en réparation de la CSST, suite à un rapport Duranceau, qui mettait le doigt sur une anomalie intéressante. C'était que les traitements de physiothérapie, pour une lésion qui était en apparence, on va parler des lombalgies, qui était en apparence le même diagnostic, on avait des fois des traitements d'une durée X et d'autres fois des traitements d'une durée beaucoup plus longue. Et il y a énormément de variations là-dedans. Alors, la préoccupation du VP Réparation de l'époque était à l'effet de donner une commandite à l'IRSST pour essayer de définir justement pourquoi ces anomalies-là, pourquoi ces différences existaient. C'était perçu comme des anomalies à ce moment-là. On voulait savoir les causes et on voulait améliorer la qualité des soins. Alors, les objectifs du groupe de travail, c'était de décrire l'épidémiologie des troubles de la colonne vertébrale. On ne parlait pas de lombalgie à ce moment-là. On voulait proposer on proposait une classification des troubles, un devis d'intervention d'investigation diagnostique, des critères de qualité de soins, ça faisait partie de la demande originale, et d'identifier des priorités de recherche. Alors, de ces 5-là, on peut dire aujourd'hui qu'il y en a 3 qui ont été répondus. On a le principal legs du rapport Spitzer, ça a été d'établir un consensus entre des experts, des orthopédistes, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc., une classification des affections vertébrales qui n'était pas une classification diagnostique, c'était une classification nosologique basée sur des symptômes qui étaient faciles à reconnaître, que tout le monde pouvait reconnaître, avec sans irradiation au-dessus, en dessous du genou, etc., Et l'autre élément très important de cette classification-là, c'était la notion de temps. Lorsqu'on a la règle des 7 ici, on avait constaté par l'épidémiologie que le fardeau des lombalgies était porté par 7 % des travailleurs dont l'incapacité de travail durait plus que 7 semaines. Alors, on en a fait la règle des 7, c'était facile. C'est plus tout à fait ça aujourd'hui, mais 7 %, 70 % des incapacités à partir de 7 semaines d'évolution. Ça a marqué les esprits et ça a permis de cibler et d'intégrer dans la classification cette notion de temps qui passe. Parce que plus le temps passe, plus la capacité de revenir, évidemment, à ses activités diminue. Donc ça, c'était un paradigme important. Et l'autre élément qui a été important dans le rapport Spitzer, mais qui a été, on pourrait dire, esquissé vraiment à gros traits, c'est des pistes qui ont servi après à continuer la recherche en réadaptation. Une prise en charge fondée sur l'état fonctionnel, la nocivité du repos lié et de l'incapacité prolongée, et le dernier élément, la prise en compte des contraintes de travail. Les recommandations de recherche de Spitzer, qui étaient de développer des équipes de recherche interdisciplinaires. Je pense qu'on a fait énormément de chemin là-dessus. On peut dire qu'on a fait des réalisations importantes. Et dans les 10 domaines prioritaires de recherche qui étaient cités là-dedans, on avait
les 3 chapitres, prévention, réadaptation et l'impact sociétal qui étaient mentionnés là-dedans. Bon, l'après-rapport Spitzer, en 1984, on était au début du rapport Spitzer et tout de suite en même temps, on a mis un comité spécial, CSST, IRSST et université, pour préciser des orientations de recherche en matière de réadaptation qui ont servi après à l'IRSST et plus tard au report, on va dire, à quand même fixer des orientations dans ce domaine-là, qui est resté un domaine quand même relativement minoritaire dans les financements de recherche comparé à d'autres domaines, mais qui quand même montrait une volonté d'exercer dans ce domaine-là un leadership en réadaptation. En 1985, on a eu première mention de recherche dans un rapport annuel de l'IRSST, donc ça date de vraiment presque tout début de l'IRSST. Un grand financement de l'IRSST et de la CSST pour un grand programme de recherche sur les lombalgies en 1988 qui a donné éventuellement un financement pour un projet qu'on n'avait jamais vu, qui était de randomiser des entreprises. On pensait que c'était infaisable. Malgré tout, ça s'est fait. Ça a donné le modèle de Sherbrooke et les suites dont vous allez entendre parler aujourd'hui. On a eu la création du report qui venait d'organismes de recherche, d'instituts de recherche qui existaient avant, qui se sont remixés avec la réadaptation, qu'on va dire, ambulatoire. On a eu la création du Forum international pour la recherche sur les lombalgies en soins de première ligne, auquel plusieurs chercheurs québécois ont collaboré et continuent d'alimenter d'une façon importante. On a eu des comités d'éthique du CRIR et du CIRIS, qui est une première au Québec, des comités d'éthique multi-établissements pour faciliter l'accès à la recherche et à l'éthique. Et évidemment, des chercheurs qui s'affirment sur toutes les scènes. Pour moi, la réadaptation, un des fondements de la réadaptation, c'est la promotion de la santé. Moi, je suis du domaine de la santé publique depuis toujours et je garde ça avec moi. Et quand je regarde des éléments de la Charte d'Ottawa de 1986, construire des politiques publiques saines, créer des environnements favorables, renforcer des actions communautaires, développer des compétences personnelles, réorienter les soins de santé vers la prévention, qui sont les 5 chapitres importants de la Charte d'Ottawa. Pour moi, ça résonne exactement ce que je fais dans les lombalgies, dans la réadaptation des lombalgiques. Et pour moi, c'est une équation c'est des choses qui vont ensemble. Or, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là dans des forums de réadaptation. Je ne suis pas des écoles de réadaptation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on y enseigne, mais pour moi, c'est éclairant d'élargir un petit peu. Et quand on regarde la déclinaison de ces 5 chapitres dans la suite qu'a donnée Bangkok à la Charte d'Ottawa, on se rappelle qu'avoir accès à un ensemble d'éléments ici qui sont la base de la vie, de l'expression, qui sont des ingrédients, si vous voulez, de nos capacités à vivre harmonieusement, à être heureux dans la vie, avec des politiques publiques et de travail incluant l'emploi, bien sûr, le revenu, l'économie et l'endettement qui sont des éléments très, très importants aujourd'hui dans le fait d'exercer nos capacités. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants et je trouve que c'est quand même important de se le rappeler. Patrick Fujirola vient de publier avec ses collaborateurs un modèle ici qui s'est intéressé au processus de soins, qui adapte alors il a appelé ça Disability Creation Process, pour se rappeler qu'on peut créer des incapacités. En essayant de régler, traiter, aider, on peut nuire aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut aider sans nuire? Eh bien, lui, il exprime ça dans un schéma ici que je ne vais pas lire, mais qui exprime la partie de celui qui donne les soins et celui qui reçoit les soins comme 2 environnements qui viennent à se rejoindre ensemble. Le patient, dans son environnement, le travailleur, on va dire, qui est en réadaptation, a dans son environnement des personnes qui s'occupent de lui redonner ses capacités en réadaptation. Et c'est la même chose du côté des professionnels de la santé, des gestionnaires. Ils ont dans leur environnement des travailleurs et des clients qui font partie de leur environnement. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était un peu original de faire une conception
de s'assurer qu'on n'est pas en train de créer des incapacités ou qu'on n'est pas en train d'essayer de rétablir des capacités en fonction du modèle que nous, on a de ce que c'est une capacité et de retour à une capacité. Le prochain que je voulais citer, c'est Raymond Barry. Et Raymond nous rappelle que les représentations du travailleur, de sa santé et de sa maladie font partie aussi de l'équation. Et je vais finir avec un dernier, Jean-Baptiste Fassier. Je l'aime beaucoup parce que c'est un jeune chercheur qui a fait ses travaux ici, qui est français, qui est retourné à Lyon, et là, qui frappait un mur. On s'est croisés au mois de décembre l'année passée. Il frappe le mur de l'organisation des soins de réadaptation aux travailleurs en France. Je l'ai vu à l'œuvre dans une conférence soi-disant multidisciplinaire, et il est vraiment le voyou qui arrive par la porte de côté et qu'on essaye de balayer le plus vite possible avec des argumentations très scientifiques, des termes médicaux et chirurgicaux très, très scientifiques. Et le pauvre Jean-Baptiste, quand même, nous communique ça dans un article, mais ses idées et sa présence dans son milieu sont vraiment exemplaires de cette bataille qui existe entre, c'est pour ça qu'il l'a mis légal, on va dire, et politique publique, parce que lui, il est confronté complètement à ça, et il ne peut rien faire du reste de la complexité, des bénéfices, tout ça. Il ne peut rien faire si il n'y a pas une ouverture sociale d'un côté, parce que ça vient du social, mais que les politiques et la rigidité des systèmes qui l'entourent ne bougent pas, il ne pourra rien faire. Alors, des questions pour aujourd'hui. À qui appartiennent les savoirs? Quelle hiérarchie aujourd'hui entre ces différents types de savoirs? On nous parle de plus en plus des savoirs démocratiques, c'est-à-dire un petit peu qui viennent des ras-le-bol, des grandes catastrophes nucléaires, pétrolières, agroalimentaires, avec les manipulations génétiques, etc. La société se mobilise de plus en plus pour générer des savoirs propres qui sont indépendants des établissements de recherche. Et ça a un poids qui augmente. Il y a des fondations maintenant qui collectent des fonds pour faire des contre-preuves, on va dire. On est beaucoup dans un domaine aujourd'hui de preuves scientifiques et de contre-preuves scientifiques, qu'on veut scientifiques en tout cas, mais qui viennent de savoirs qui s'accumulent dans ce qu'on appelle les savoirs démocratiques aujourd'hui. Alors, la hiérarchie entre tout ça est quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose en fort développement, et les chercheurs d'aujourd'hui vont de plus en plus être confrontés à ces choses-là demain. Quel est le chercheur autonome? On dit qu'il n'y a plus de chercheurs autonomes aujourd'hui. En tout cas, pas comme on l'avait dans le temps de Lavoisier. On va dire aujourd'hui, on fait des recherches qui sont ciblées sur des besoins. On va être des chercheurs et des établissements de recherche qui sont collés à l'écoute et qui sont collés sur les réalités. Le CLIP, c'est quelque chose qu'on a fait ici un étage au-dessus. On a parlé de la dictature des savoirs, ce que j'appelle la dictature des niveaux de preuve. C'est ce qu'on a établi justement dans l'après-Spitzer. C'est les classifications qu'on a très structurées des niveaux de preuve, élevés, moyens. Et là, moi, je suis dans un institut, l'INES, qui est avide, soif de ce genre de choses-là, mais qui reconnaît aujourd'hui, l'INES, que pour faire de l'excellence en santé, il faut marier les savoirs. Il faut que les savoirs explicites, les savoirs scientifiques bien codés, il faut qu'ils soient mis en relation avec des savoirs tacites, des savoir-faire, les savoirs qu'on va chercher d'une autre façon. Et ça, c'est très, très important. Quand on était dans le CLIP, on était pas mal plutôt dans la dictature des preuves. Spitzer était complètement dans la dictature des preuves. Mais il faut évoluer. Il faut évoluer et il faut faire valoir les autres niveaux de connaissances d'une autre façon. Il faut trouver d'autres façons de le faire. Et il y a des classifications, effectivement, qui se développent dans ce sens-là. Je voudrais citer Gustave Gingras. Le but ultime de la réadaptation, c'est d'assurer une fonction et un ajustement supérieur afin d'établir une relation entre capacité et incapacité. Il joint dans une phrase les univers de la capacité et de l'incapacité. Les gens qui sont en réadaptation, je pense, sont peut-être plus habitués que moi à ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, je suis juste un épidémiologiste, je me suis dit, voilà, qu'en 1963, on reconnaissait déjà qu'il y a deux mondes qui doivent cohabiter
en recherche. Je vais citer Pierre Dansereau. Alors lui, il est possible de créer un nouveau modèle de solidarité biologique à l'échelle planétaire. Alors nous voilà transportés dans la mondialisation et moi je trouvais que c'était un bon message pour se lancer dans l'écolo-disciplinarité. On va dire un mot de l'éthique et du financement de la recherche parce que c'est très important. Aujourd'hui, on sait que le bipartisme, ce n'est pas une police d'assurance éthique. On a élargi beaucoup les cadres. J'ai parlé des deux comités d'éthique tout à l'heure, du CRIR et du CIRIS, et qui sont à ce moment-là des évolutions très importantes. Il faut parler des intérêts. Avant de parler de conflit d'intérêts, il faut parler des intérêts, et je connais peu de chercheurs qui savent c'est quoi leurs intérêts ou qui sont capables d'écrire c'est quoi exactement leurs intérêts en recherche. Pas seulement des intérêts financiers, mais toutes sortes d'intérêts. On est dans ce dans quoi on est pour certaines raisons, la plupart bonnes, mais des fois en conflit avec d'autres et des fois en collusion avec d'autres aussi. Il faut créer des collusions si on veut créer des affaires qui se construisent en pyramide. Une collusion, on a entendu beaucoup parler de ça dernièrement, ce n'est pas nécessairement mauvais, ça peut être très bon, ça peut être très positif aussi. Mais quels intérêts les chercheurs, les cliniciens, les établissements, les patients, les organismes subventionnaires et l'industrie ont et comment la compréhension de ça et la compréhension de comment ça interagit, ça c'est quand même fondamental. Quand un chercheur pense qu'il faut prendre une direction, qu'on a une hypothèse de recherche intéressante, bien, il faut la mettre en relation avec les intérêts des autres. Et je ne dis pas ça d'une façon négative. On va dire deux mots sur les financements. Ici, je voulais juste montrer que l'IRSST, à travers des crises économiques, ici, c'est les périodes déficitaires de la CSST qui ont quand même été assez nombreuses et qui correspondent au cycle économique parce que c'est les employeurs qui cotisent à la CSST. La CSST et l'IRSST ont maintenu un pourcentage pour la recherche qui est resté constant dans le temps. Et ça, on peut quand même se féliciter de ça. Par ailleurs, et je ne veux pas porter de jugement là-dessus, la distribution des budgets de recherche à l'IRSST, comme vous le savez très bien, la recherche externe qui était majoritaire au début, pour des raisons, on va dire, d'établissement, parce qu'on n'avait pas un interne à ce moment-là qui était très développé, a diminué avec le temps pour s'équilibrer ici, et une recherche interne qui a fait l'inverse. Alors, la relève. Je vais parler des conséquences sur la relève dans une seconde, mais on peut dire qu'en 30 ans ou 25 ans, nos connaissances ont beaucoup évolué, mais franchement, avec des collègues, en 2008, j'ai fait une mise à jour de l'épidémiologie des lombalgies. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ça n'a pas changé. Alors, on a quand même plusieurs succès qui sont en émergence, mais pour que ces résultats de recherche-là deviennent des instruments, des outils qui vont aider à la réadaptation, on a énormément de chemin à faire. Le retour, boucler la boucle prévention-réadaptation, c'est un incontournable. J'aurais pu mettre avec prévention, promotion aussi, promotion de la santé, parce que c'est très important. Les chercheurs de demain, c'est des chercheurs qui sont en interface avec les politiques de la recherche. Après, bien, des chercheurs avec des convictions, parce que sans conviction, on n'a pas de vision. Et les gens dont je vous ai parlé, Juge Sauvé et Yves Martin, qui sont vraiment à l'origine pour nous de ces choses-là, les fondateurs du Correc et du Remorque à l'origine, qui ont donné le report après, des gens comme Gustave Gingras, qui ont fondé l'Institut ici, ces fondateurs-là, ces fondations-là, c'est important de s'en inspirer, d'y retourner pour se construire des convictions et des valeurs.